Bienvenue à En tête à tête avec la migraine avec Lise Ferland. Cette balado vise à informer et à éduquer sans remplacer un avis médical. Avant de modifier votre traitement, consultez un professionnel de la santé. Les opinions exprimées par les animatrices et les invités reflètent leur point de vue personnel et ne sont pas nécessairement partagées par Migraine Québec, son équipe ou ses partenaires. Aujourd'hui, nous recevons l'ergothérapeute Claude Besner pour discuter de saines habitudes de vie, mais plus particulièrement du sommeil. Bonjour Claude. Salut Lise. On entend souvent parler de saines habitudes de vie, mais de façon générale, de quoi il s'agit quand on parle d'habitudes de vie, puis pourquoi c'est quelque chose qui est important? Quand on parle des saines habitudes de vie, on va parler beaucoup de toutes les habitudes de vie, en fait, là, qui vont avoir un impact positif sur notre santé. On va parler principalement, bon, l'alimentation, l'exercice physique, le sommeil, une bonne gestion du stress, l'anxiété. Aussi, tout ce qui est les interactions sociales, les interactions entre les gens. Donc, c'est important là, dans le fond, d'avoir des bonnes habitudes de vie, comme comme j'ai dit tantôt, euh, pour tout ce qui est au niveau de la santé, parce que chaque comportement qu'on va adopter va avoir un impact sur notre corps, va avoir un impact sur nos organes et tout ça. Donc, ça peut avoir un impact pour, dans le fond, développer des maladies ou des symptômes incommodants. Donc, l'importance là, de développer des bonnes habitudes de vie, en fait, c'est pour éviter là, ce genre d'impact là, nuisible sur notre corps qu'on ne veut pas finalement. J'aimerais profiter de ton expertise en sommeil pour qu'on parle un petit peu plus en détail de cette habitude de vie-là. D'abord, pour débuter, ben, est-ce que tu peux nous expliquer l'impact que la migraine peut avoir sur le sommeil? Ben dans le fond, la migraine peut avoir plusieurs impacts sur le sommeil, que ça soit sur des difficultés en fait de s'endormir. Donc, si on a une migraine juste avant l'heure du coucher, ou si les symptômes de nos migraines, là, dans le fond résiduels, parce qu'on en a eu une dans la journée, et puis là, on a encore des symptômes résiduels pour pas proche de l'heure du coucher, là, ça peut en fait retarder l'heure d'endormissement. Donc, va faire en sorte qu'on va avoir des difficultés à tomber endormi. Ensuite, ça peut aussi des fois avoir des impacts sur notre sommeil. Donc, à ce moment-là, on va se réveiller peut-être plusieurs fois durant la nuit. Des fois, peut-être dans certains cas, ça peut amener là, des nuits blanches, comme on appelle. Donc, des gens où ils dormiront peu ou presque pas ou pas du tout là, dans le fond de la nuit, là. Donc, oui, ça peut avoir de nombreux impacts. Puis, si on regarde un peu à l'inverse, ce serait quoi l'impact des troubles de sommeil sur la migraine? Oui. Euh, Dans le fond, quand on dort, on atteint à un moment donné dans le fond, une zone qu'on appelle, là, dans le fond, on va atteindre une phase du sommeil qu'on appelle la phase profonde. Donc, quand on est en phase profonde dans notre sommeil, c'est là qu'on va avoir, en fait, récupération, régénération des cellules, dans le fond, de notre corps, au niveau du cerveau et tout ça. Donc, si on a une moins bonne qualité de sommeil, donc on a des difficultés de sommeil, on n'atteint pas là, nécessairement la phase profonde où on a de la difficulté à rester longtemps dans cette phase-là de sommeil pendant qu'on dort, ce qui va faire en sorte que on va pas régénérer nos cellules comme autant, on va pas récupérer autant qu'on devrait récupérer là, durant la nuit. Donc, on va pas récupérer suffisamment d'énergie. Ça se peut aussi que on se lève le matin, on a plus de fatigue, on a l'impression, dans le fond, finalement, qu'on n'a pas beaucoup dormi. Donc ça peut amener des difficultés dans la journée ou ça va faire en sorte qu'on va être plus propice, plus prompt, là, peut-être à développer des migraines ou plus facile aussi à avoir des déclencheurs finalement parce que
on va avoir moins bien récupéré là, pendant notre sommeil, justement parce qu'on a, peu importe la problématique de sommeil qu'on a, va faire en sorte qu'on a plus de difficultés là, à aller atteindre toutes nos phases de sommeil comme il se doit. Il y a beaucoup de mythes qui existent entourant le sommeil, des choses qu'on se fait dire, qu'on entend un peu partout. Puis, j'aimerais ça profiter un peu de ton expertise pour mettre ces mythes-là à l'épreuve, puis voir qu'est-ce qu'il y en est exactement. Mhm. Donc, un des premiers qui me vient en tête, c'est vraiment au niveau de la durée du sommeil. Puis je pense que tu viens un petit peu d'y répondre aussi, mais ce fameux 8 heures-là qu'on entend qu'il faut absolument dormir 8 heures, là, si je comprends bien dans ce que tu viens de nous dire, c'est pas nécessairement le 8 heures, mais c'est d'avoir un sommeil de qualité. J'ai-tu raison? Oui, tu as raison, exactement. Ça, c'est un des plus gros mythes qui entoure le sommeil, là, finalement. C'est pas un 8 heures qu'on va aller chercher. Chaque personne est différente. Donc, moi, j'ai besoin d'un certain nombre d'heures. Tu as besoin d'un certain nombre d'heures. Tout le monde est différent. Ce qu'on va voir chez l'adulte moyen, donc on parle de 18, non, excuse. Donc, chez l'adulte moyen, on parle à peu près de 25 ans jusqu'à euh, 65, 70 ans, donc dans ces alentours-là. On va parler en moyenne, en général, les gens ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil. Quand là, tout le monde est différent. Donc, pour certaines personnes, c'est 7 heures, d'autres pour certaines personnes, c'est 8h45. Donc, ça varie entre 7 et 9 heures. Certaines personnes vont être très, très fonctionnelles, dans le fond, avec juste un 6 heures de sommeil. Donc, on peut se limiter, dans le fond, à un 6 heures de sommeil parce que c'est des gens qui vont dormir 6 heures, mais qui vont être super énergétiques, qui vont avoir l'impression qu'ils ont super bien dormi, qu'ils ont récupéré, ils vont avoir eu une bonne qualité de sommeil. Et il y a des gens qui vont avoir besoin d'un petit peu plus de temps, donc on va parler à ce moment-là d'un 10 heures de sommeil. Donc, dans la population en général, chez l'adulte de 25 à 65-70 ans, on parle de entre 6 et 10 heures, mais l'idéal, c'est 7 et 9 heures en moyenne. Euh, donc, pourquoi certaines personnes ont besoin d'un petit peu plus? Ben, des fois, c'est le, tout le monde est fait différemment. Donc, c'est la facilité que le corps a à aller passer au travers des différentes phases de sommeil. Donc, on a plusieurs cycles de sommeil durant la nuit. On n'a pas juste un cycle. Donc, certaines personnes vont avoir des cycles qui sont plus longs parce qu'ils ont besoin de plus de temps pour passer au travers des différentes phases dans un cycle. Puis, autre mythe qu'on entend quand même assez aussi, c'est que le sommeil avant minuit est plus récupérateur que après minuit. Pas nécessairement, non. Encore une fois, c'est que, encore là, ça dépend. Donc, plus je suis une personne qui se couche tôt, plus ça va être vrai. Parce que on a notre sommeil profond, on l'a en début de nuit. Donc, plus la nuit avance, moins j'ai de phases de sommeil profond et plus, dans le fond, j'ai des phases de sommeil léger et sommeil paradoxal. Mais moins j'ai de phases de sommeil profond. Donc, plus j'approche du réveil, moins mes cycles contiennent de sommeil profond. Donc, c'est vrai que mon sommeil récupérateur est au début de ma nuit. Donc, c'est sûr que si moi, je me couche à 8 heures, ben oui, mon sommeil dans le fond, récupérateur va être avant minuit. Mais si je suis une personne qui se couche à 1 heure du matin, ben mon sommeil récupérateur va être entre 1 heure et 3-4 heures le matin. Donc c'est pour ça que ça dépend de l'heure à laquelle les gens vont aller se coucher. Ben justement, parlant d'heures de coucher, ça m'amène à mon prochain mythe, celui qui dit que les adolescents ont un horaire de sommeil décalé, donc que naturellement, ils vont avoir plutôt tendance à s'endormir plus tard et que leur besoin serait de se lever plus tard. Est-ce que ça, c'est un mythe ou c'est réel? Ben, en fait, les adolescents ont besoin de plus d'heures de sommeil. Donc, plus on est jeune, plus on a besoin d'heures de sommeil parce que le corps n'a pas fini de se développer. Donc, le cerveau finit de se développer à l'âge de 25 ans. Donc, c'est pour ça que c'est jusqu'à
c'est à partir de 25 ans qu'on va parler du nombre d'heures de sommeil considéré plus comme adulte. Avant ça, on va avoir besoin de plus d'heures de sommeil. Euh, Justement parce que on est encore en train de se développer. Par contre, ça dépend. Les adolescents n'ont pas nécessairement un horaire décalé. Ça va dépendre de qu'est-ce qu'ils décident de faire et comment ils décident d'organiser, dans le fond, leur horaire de sommeil. Donc, on pourrait avoir, mettons, quelqu'un qui se couche à 8 heures le soir, mais qui a besoin d'un 12 heures de sommeil à l'adolescence. Donc, va se lever à 8 heures le lendemain matin. Mais c'est pas parce qu'ils sont adolescents que, justement, ils se couchent naturellement plus tard. Ça, c'est le choix de leurs activités et de comment ils organisent leur horaire. Voilà. Dernier mythe que je veux démystifier avec toi, celui qui dit que, bon, si pendant la semaine, nos nuits sont un peu plus courtes parce qu'on doit se lever plus tôt pour le travail, des choses comme ça, ben, c'est possible de se rattraper la fin de semaine en dormant des nuits plus longues. Est-ce que ça, c'est vrai ou si c'est un mythe? Non, c'est un mythe parce que justement, tout sommeil perdu est perdu. Donc, si on dort moins la semaine, on peut pas rattraper ce sommeil-là la fin de semaine. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça se peut que oui, on soit plus fatigué, donc on va peut-être tomber endormi peut-être plus rapidement parce que là, on va avoir un sommeil, un besoin de sommeil, ma balloune que je parlais tantôt, qui va être encore plus gros que d'habitude parce qu'on a moins bien dormi ou on a moins dormi point. Euh, mais ça va pas nous faire rattraper de sommeil finalement. Donc, c'est pour ça que c'est important de répondre à son besoin de sommeil qui est propre à chacun à toutes les nuits, indépendamment du jour de la semaine. On entend beaucoup parler d'apnée du sommeil. C'est quelque chose qui il semble qu'on en entend plus parler. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est d'abord l'apnée du sommeil? Oui, l'apnée du sommeil, c'est dans le fond, on fait de l'apnée pendant qu'on dort. Donc, on arrête de respirer. Donc, c'est un arrêt respiratoire pendant le sommeil qui occasionne ce qu'on appelle un micro-réveil. Donc, le corps va se réveiller pour qu'on recommence à respirer, mais on ne sera pas conscient de ce réveil-là. Donc, ce que ça vient faire à ce moment-là, c'est que à chaque fois qu'on a un micro-réveil, peu importe on était rendu où dans nos phases de sommeil, on va recommencer dans le fond du début avec la phase dans le fond 2, là, la phase de ou des fois aussi la phase un, donc soit la phase d'endormissement ou la phase de sommeil léger. Donc, quand on a beaucoup d'arrêts respiratoires, dans le fond, dans une heure, c'est comme ça qu'ils vont le calculer pour déterminer si on fait de l'apnée du sommeil ou non. Donc, quand on passe le polysomnographe, eux, ils vont calculer le nombre d'incidents à l'heure. Et quand on a vraiment beaucoup d'incidences à l'heure, ce qui fait en sorte qu'on n'a jamais de sommeil profond ou on en a très, 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 très peu, ce qui va faire en sorte qu'on n'a pas l'impression de récupérer durant la journée. Est-ce que certains signes qu'on peut observer qui nous permettraient de soupçonner que peut-être on fait de l'apnée du sommeil? Oui, dans le fond, il y a quatre signes qui permettent, là, dans le fond, de savoir est-ce que oui ou non, j'aimerais ça aller me faire évaluer pour savoir si je fais de l'apnée du sommeil ou non. Le premier signe, c'est sûr, c'est les arrêts respiratoires. Donc, la personne avec qui qu'on dort, si on dort avec quelqu'un, va noter, dans le fond, qu'on fait des arrêts respiratoires. Donc, on arrête de respirer. C'est sûr que si on dort tout seul, c'est un peu plus difficile. Ensuite, les ronflements peuvent être un indicatif, mais c'est pas parce qu'on ronfle qu'on fait de l'apnée, mais ça peut être un indicatif aussi. Euh, L'autre, on va commencer à faire de l'hypertension artérielle. Et le dernier, c'est en fait, on va noter une fatigue très, très, très élevée
euh, dans le fond, dans la journée, mais une fatigue très élevée qui est anormale. Donc, on pourrait s'endormir à une lumière rouge, on pourrait s'endormir pendant une conversation avec quelqu'un, on pourrait avoir de la somnolence là, continuellement là, durant la journée. Donc, c'est un petit peu les quatre signes là, qui pourraient vous amener à vouloir consulter pour savoir si oui ou non vous faites de l'apnée du sommeil. Puis, c'est quoi l'impact de l'apnée du sommeil sur la douleur ou sur la migraine? Mm. Donc, l'apnée du sommeil, ce que ça va faire, c'est que ça va amener, comme je disais tantôt, des réveils, mais en fait, donc, qui nous empêchent de bien récupérer. Donc, effectivement, vu qu'on récupère pas bien durant la nuit, vu on n'a pas une bonne qualité de sommeil quand on a de l'apnée, désolée. Euh, Donc, ce que ça fait, c'est que ça va nous amener à être donc, plus fatigué dans la journée. Donc, on va avoir un seuil de douleur qui va être plus facile. Je cherche mon mot, mais Un seuil de douleur qui va être abaissé, qu'on pourrait dire. oui, exactement, exactement. Donc, un seuil de douleur qui serait abaissé, donc que ça, on va ressentir dans le fond les douleurs plus rapidement parce que justement, on a moins bien récupéré, on a beaucoup de fatigue, on a moins d'énergie dans la journée. Donc, on va être plus facilement, là, les douleurs vont augmenter plus facilement. Donc, les migraines aussi pourraient être déclenchées aussi plus facilement à ce moment-là. Et il existe quand même certaines choses qu'on peut faire si on a des troubles de sommeil. Il existe certaines thérapies, entre autres. Est-ce qu'il y en a que tu recommanderais davantage? Oui. Au niveau de l'insomnie, donc pour les gens qui font de l'insomnie, il y a la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, donc la TCCI. En anglais, c'est le CBTI, donc Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia. Donc ça, c'est vraiment la thérapie qui a été démontrée là, comme étant le plus efficace pour le traitement de l'insomnie. Euh, Ensuite, si on a de l'apnée du sommeil, ça, c'est le masque, c'est le CPAP là, durant la nuit, pas le choix. C'est le seul traitement efficace là, présentement. Ensuite, tout ce qui est aussi des fois qui peuvent être utilisés, peu importe c'est quoi le trouble de sommeil, donc si c'est relié des fois sans nécessairement être de l'insomnie, mais plus des fois des inquiétudes ou de l'anxiété, des pensées, des cauchemars, de l'hypervigilance la nuit, ça peut être tout à être abordé aussi par un traitement une thérapie cognitivo-comportementale ordinaire, là, qui n'est pas nécessairement ciblé pour l'insomnie. Donc, tous des symptômes qui peuvent être abordés soit en psychologie ou en psychothérapie, justement pour diminuer là, leur impact sur le sommeil. Puis, certaines, dans le fond, il y a aussi l'hypnothérapie dans le fond, qui commence à être beaucoup discutée là, pour aider avec certains troubles de sommeil. Donc, pour certaines personnes, ça fonctionne très bien, donc qui peuvent être aussi essayées. L'hypnothérapie fait en fait en psychologie, par les psychologues. Voilà. Par un professionnel qui est Ouais. qualifié Et, dans cette pratique-là, j'imagine. et- exactement, voilà. J'aimerais ça revenir sur la thérapie cognitivo-comportementale pour le traitement de l'insomnie que tu as mentionné tantôt, parce que c'est une thérapie qui a été démontrée comme étant efficace pour l'amélioration du sommeil chez les personnes qui vivent avec la migraine. Je sais que tu connais très bien cette thérapie-là. Peux-tu nous expliquer un petit peu plus en quoi ça consiste? Oui, donc en fait, la TCCI, en fait, c'est une thérapie là, qui va venir jouer en fait sur les comportements, nos comportements nuisibles, en fait, les comportements qu'on va avoir développés pour nous aider à essayer des fois des choses pour notre insomnie et il va venir jouer aussi sur nos pensées. Parce que les pensées, en fait, sont très puissantes et souvent, c'est ce qui va venir.
chroniciser en fait là, l'insomnie. Donc, le cerveau est une belle machine très puissante, donc qui va venir effectivement amener une chronisation là, de l'insomnie dans le temps qui va faire en sorte que c'est pas juste un épisode aigu de quelques semaines, mais finalement, ça s'échelonne là, sur plusieurs années. Donc, on va venir, avec la thérapie, on va venir travailler effectivement avec des stratégies comportementales. Donc, on va demander de changer certains comportements qu'on a face à notre sommeil et on va venir aussi retravailler les pensées nuisibles là, qui vont venir chroniciser le sommeil. Une des choses, là, dans le fond, il y a deux stratégies qui sont les stratégies phares, dans le fond de la thérapie, qui vont venir effectivement, bon, jouer sur 5 comportements qu'on va demander aux gens de venir mettre en application. Et de l'autre côté, ça va être la restriction du sommeil qu'on appelle. Donc, on vient réduire le temps passé là, dans le lit pour justement que le temps de sommeil réel, dans le fond, soit équivalent au temps passé dans le lit. Donc, si on dort juste 6h30, ben, on va être juste 6h30 dans notre lit par jour. Donc, ça va être un petit peu, mais ça, c'est une thérapie qui doit être faite là, par des professionnels de la santé qui ont été formés pour donner cette thérapie-là. On ne peut pas faire ça par soi-même chez nous. Euh, il y a une application là, qui existe qui s'appelle CBTI Coach. Euh, il enseigne là, les principes sur les bons comportements à avoir. Par contre, ils ne vont pas aller sur faire de la restriction du sommeil parce que ça, il faut absolument que ça soit encadré, surtout au début quand on commence par un professionnel de la santé qui a été formé, juste pour être sûr que ça soit bien fait, mais ça peut avoir des impacts après ça sur le quotidien, là. Donc, on veut quand même que ça soit quelque chose qui est encadré, balisé et qui est bien fait, là. Donc, c'est ça, c'est effectivement, comme tu disais, c'est une thérapie qui a été très démontrée dans la littérature comme étant efficace pour le traitement de l'insomnie. Présentement, c'est ce qui est mis de l'avant comme étant ce qui va permettre en fait de se débarrasser de son insomnie, si on veut. Il y a une étude récente qui est sortie par un de nos grands chercheurs sur l'insomnie au Canada, qui est ici au Québec. Dans le fond, lui, il a fait une recension et dans 70% des cas des gens qui avaient suivi cette thérapie-là, ils ne présentaient plus d'insomnie. Dans 70% des cas, ça avait réglé les problèmes d'insomnie. Donc, ça veut dire plus besoin de médication pour le sommeil. Parce que la médication, ça ne règle pas le problème d'insomnie. Si on regarde les médicaments pour dormir, ce que ça fait, c'est que ça, ça l'endort, mais ça ne règle pas à long terme la problématique finalement d'insomnie. Donc, oui, donc L'idéal, c'est vraiment d'aller vers une thérapie pour travailler la source du problème, je présume. exactement. Pour travailler la source du problème, pour justement après ça faire en sorte que si jamais on a d'autres épisodes d'insomnie qui reviennent au courant de la vie en raison de stresseurs, de facteurs de stress, euh, on peut mettre après ça en application les bons outils pour justement empêcher que ça se rechronicise dans le temps. En terminant, est-ce que tu aurais quelques conseils que nos auditeurs pourraient mettre en place dès maintenant pour pouvoir améliorer la qualité de leur sommeil? Oui, plusieurs choses qui peuvent être faites. Une des choses, dans le fond, si on parle là, au niveau des stratégies bon, de la TCCI, mettons, là, une des choses, c'est en fait, c'est d'avoir une routine de sommeil. Donc, 1 heure avant l'heure souhaitée de sommeil, on va aller commencer, dans le fond, une routine où on va mettre en application des activités qui vont nous causer de la somnolence. Fait qu'on veut diminuer aussi le temps d'écran. On veut faire des activités qui vont diminuer dans le fond, qui vont calmer, en fait, notre système nerveux, diminuer le niveau de stress, d'anxiété, qui vont favoriser finalement la somnolence, que ça soit des fois à la lecture ou peu importe là, de la peinture à numéro, peu importe ce que les gens pourraient faire qui va
juste quelque chose qui est calme, qui est calmant. Euh, on veut se lever à tous les jours à la même heure. Donc, peu importe le nombre d'heures qu'on va avoir dormi, on va se lever toujours à la même heure. C'est plus facile de contrôler notre heure de lever que notre heure de coucher parce qu'on tombera pas nécessairement toujours endormi à la même heure, mais on peut essayer de cibler une heure en particulier. Donc, de commencer notre routine de sommeil une heure avant cette heure-là qu'on aimerait tomber endormi. Ça va permettre de favoriser, là, dans le fond, la somnolence, puis de favoriser l'endormissement autour de cette heure-là. Mais l'heure du lever, ça, on peut le contrôler avec un alarme ou peu importe. Donc, ça, c'est plus facilement contrôlable. On va aller se coucher jusqu'à qu'on est vraiment somnolent, vraiment en train de s'endormir. Là. Les yeux ferment tout seuls, euh, on baille, on a de la difficulté à garder notre concentration. Aussi, si on a des problèmes d'insomnie, on va éviter de faire des siestes dans la journée. Pourquoi qu'on veut éviter de faire des siestes, c'est que tout sommeil dans le jour, c'est du sommeil de moins la nuit. Et aussi, ce que ça fait quand on parle de notre besoin de sommeil, mais là, à ce moment-là, il sera plus assez gros pour nous maintenir endormis toute la nuit parce que on va avoir enlevé un peu de cette pression-là. Donc, on va avoir dégonflé un peu notre ballon parce qu'on a fait une sieste. Donc, c'est sûr que dans de rares cas, on va dire, OK, c'est correct, là, de faire un petit power nap de 30 minutes, mais ça, c'est dans des exceptions, là, de je dois absolument sortir de chez moi, aller à un rendez-vous, puis si je prends la route dans cet état-là, je vais tomber endormi au volant. Donc là, c'est une question de sécurité, mais de façon générale, à tous les jours, quand on est à la maison ou au travail ou peu importe, on va essayer d'éviter les siestes le plus possible. Autre chose aussi, tout ce qui est hygiène de sommeil, c'est des conseils généraux qui peuvent aider. Par contre, c'est pas ça nécessairement qui va avoir le plus d'impact sur les problèmes d'insomnie, mais c'est sûr que ça va aider. Donc, tout ce qui est tous les principes d'hygiène de sommeil, que ça soit la caféine, donc, tout ce qui est café, caféine, si on en prend 4 à 6 heures avant l'heure du coucher, ça va en fait maintenir notre cerveau actif pendant qu'on dort. Donc, moi, je peux prendre un café avant d'aller me coucher, je vais tomber endormie, mais ce qui ça va causer comme effet, c'est que ça va ça va stimuler notre cerveau. Donc, notre cerveau ne sera pas en état d'aller chercher tous les stades de sommeil. Donc, toutes les différentes phases. Donc, on va moins bien dormir, on va pas assez récupérer finalement. Donc, c'est pour ça, la nicotine, c'est la même chose. Donc, si on fume, on va éviter d'aller fumer 1 à 2 heures avant d'aller se coucher. Si on se réveille la nuit, il ne faut pas fumer la nuit parce que ça va stimuler notre cerveau et on va avoir plus de difficultés après ça à bien dormir quand on va retourner se coucher. Donc, la caféine, la cigarette, l'alcool, même chose. Donc, boire de l'alcool ou dans la journée ou juste avant d'aller se coucher, on va maintenir notre cerveau dans la phase des rêves et dans la phase de sommeil léger. Donc, on risque d'avoir plus de rêves et aussi on va moins bien récupérer. Donc, pour ça que on parlait de la gueule de bois le lendemain matin, là, parce qu'on dort pas bien. Euh, donc, il y a ça, ou il y a aussi tout ce qui est l'exercice physique, ça, c'est important d'en faire. Donc, de faire de l'exercice physique, ça me permet de régulariser, en fait, les cycles de sommeil et ça permet aussi d'accumuler beaucoup de besoins de sommeil quand on dort. Pour aller dormir, excusez, ça permet d'accumuler beaucoup de besoins de sommeil dans notre journée pour faciliter l'endormissement le soir. Donc, tout ce qui est exercice physique, c'est bien. Sauf qu'il faut éviter d'en faire 2 heures avant d'aller se coucher, là, un exercice physique qui serait intense, là. Donc, si on veut faire du yoga ou des étirements avant d'aller se coucher, ça, c'est correct. Mais un exercice intense, là, comme aller faire un jogging ou un entraînement, ça, 2 heures avant d'aller se coucher, on peut éviter. Euh, donc, c'est pas mal ça. Puis aussi, de manger, on veut pas trop manger avant d'aller se coucher, mais on veut pas se coucher en ayant faim.
non plus parce que la faim pourrait nous réveiller. Donc, de manger des fois une petite collation avant d'aller se coucher, quelque chose qu'on sait qui va nous soutenir pendant la nuit, ça aussi, c'est bien. Ça va pas surstimuler notre système digestif, mais en même temps, ça va prévenir, dans le fond, des réveils à cause de la faim. Donc, il y a ça aussi qui rentre dans la catégorie hygiène de sommeil. Euh, Puis sinon, si on est plus dans la catégorie, dans le fond, stratégie comportementale, là, c'est là qu'on va parler, bon, c'est avoir une routine de sommeil, se lever toujours à la même heure, peu importe le jour de la semaine. Euh, Si on se réveille durant la nuit, sortir de la chambre après 15 à 20 minutes pour aller faire une activité qui cause la somnolence, pour éviter, dans le fond, qu'on soit trop longtemps réveillé dans notre lit, fait en sorte que on va conditionner notre cerveau à faire c'est correct si on est réveillé dans notre lit, on fait, on pense, on peu importe ce qu'on fait. Donc, à ce moment-là, on va avoir plus de difficultés à se rendormir durant la nuit. Puis éviter les siestes. Donc, éviter les siestes dans le jour. Donc, c'est un peu à ça les consignes que je recommanderais. Puis si jamais les gens voient qu'ils ont vraiment des problèmes d'insomnie persistants qui créent des grosses problématiques aussi qui vont venir affecter leur journée, de ne pas se gêner pour consulter un professionnel de la santé qui est formé pour, dans le fond, la TCCI, que ce soit en psychologie, en ergothérapie, en psychothérapie. Je crois aussi qu'il y a des travailleurs sociaux qui peuvent être formés aussi pour cette thérapie-là. Et ça serait pas mal les gens vers qui s'orienter là, pour aller chercher les bonnes stratégies, les bonnes thérapies là, pour ces... Mais merci beaucoup, Claude, pour tous ces bons conseils. Je pense que là, on est très bien équipés pour mieux dormir. Alors, un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ben, de rien, ça m'a fait plaisir. C'est ce qui conclut cet épisode de En tête à tête avec la migraine. Merci à notre invité, à notre équipe, ainsi que nos partenaires Idorsia, Teva et Pfizer. Et bien évidemment, merci à vous d'avoir été à l'écoute. Pour en apprendre davantage sur nos invités, visitez le site web de Migraine Québec. À bientôt pour un prochain épisode de En tête à tête avec la migraine.